Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. On est dans notre série de corriger des concours aux grandes écoles, donc Centrale, Mines, Pont, Polytechnique, CCP, E3A, etc. 2018 et aujourd'hui on va corriger ensemble la première partie de Physique 2 PC, donc 2018 qui a été donnée donc il y a quelques jours au concours central dans la filière PC. Donc la première partie, traiter des propriétés de l'atome d'hydrogène avec le modèle de Bohr et la structure hyper fine de l'atome d'hydrogène. Donc c'est un peu une discussion entre physique classique, physique quantique, qu'est-ce qui est explicable par un modèle semi-classique, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'était extrêmement classique. Et donc on va tout de suite commencer avec le modèle de Bohr, étude classique de l'atome d'hydrogène. Donc question Q1, on nous demande d'exprimer la force de Coulomb entre le proton au centre du référentiel et un électron dans le modèle de l'atome d'hydrogène. Donc moins E carré produit des charges sur 4 pi epsilon 0 R carré vecteur UR. Donc ici, donc la force attractive, donc qui varie en 1 sur R carré comme la force de gravitation. Cette force est conservative, elle dérive d'une énergie potentielle, donc elle s'écrit moins gradient de EP. Bon, tout de suite on se met dans les coordonnées sphériques, avec le vecteur UR unitaire dirigé du proton vers l'électron. Donc on voit tout de suite que l'énergie potentielle ne dépendra que de R. Donc c'est moins D2EP sur DR ER. Et donc on intègre, et donc attention au signe, on aura EP égale moins E carré sur 4 pi epsilon 0 R plus une constante d'intégration qui sera choisie nulle puisqu'on nous dit de prendre la limite à l'infini nulle pour l'énergie potentielle. Question Q3. Montrer que le mouvement de l'électron est plan. Donc ça fait partie de toutes les propriétés des forces centrales. Donc là, je dirais que le point important, c'est vraiment la qualité de la justification. Donc on applique le théorème du moment cinétique à l'électron dans le référentiel associé au proton, galiléen. Donc la dérivée par rapport au temps du moment cinétique de l'électron calculée par rapport à O, c'est donc R, la position vectorielle, la force, les deux étant collinéaires, R est bien sûr collinaire au vecteur UR, donc le produit vectoriel est nul, donc le moment cinétique se conserve. Alors c'est là qu'il ne faut pas brutalement dire donc le mouvement est plan, il faut justifier pourquoi est-ce que quand le moment cinétique se conserve, le mouvement est plan. Donc il faut dire qu'à chaque instant, le moment cinétique c'est mR vectoriel V, la vitesse de l'électron, donc la position R de l'électron par rapport au proton. Et d'après les propriétés du produit vectoriel, eh bien à la fois R et V sont perpendiculaires au moment cinétique. Donc il ne faut pas se contenter de dire la trajectoire est plane, il faut donner le plan de cette trajectoire. Donc cette trajectoire, c'est le plan perpendiculaire au moment cinétique passant par O. Donc bien sûr, sous-entendu, ce moment cinétique n'est pas nul. On traitera tout à l'heure, je crois, le cas d'un mouvement avec un moment cinétique nul. Donc QK, déterminer l'énergie mécanique de l'électron et donc faire apparaître ce qu'on appelle l'énergie potentielle efficace ou effective. Donc la technique c'est la même qu'en gravitation, c'est pour faire une discussion semi-qualitative à partir d'un diagramme d'énergie potentielle efficace. Donc, alors, tout est basé sur la conservation de l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Le mouvement étant plan, on connaît les coordonnées de la vitesse. R point sur UR, R θ point sur le vecteur Uθ, le vecteur orthoradial. Donc on reporte ça dans l'expression de l'énergie cinétique, 1 demi de m R point carré plus R carré θ point carré. On rajoute l'énergie potentielle. Alors, la technique, tu la connais certainement, c'est de faire disparaître θ point grâce à la conservation du moment cinétique. Très souvent, on fait aussi apparaître la constante des airs. Bon, ici, c'est tout simplement le moment cinétique. Donc, on remplace θ point et donc, il va avoir une expression uniquement en fonction de petit r, évidemment, du moment cinétique. Et donc, on regroupe, la technique, c'est ça, c'est de regrouper la partie orthoradiale de l'énergie cinétique avec l'énergie potentielle du problème pour fabriquer une énergie potentielle efficace ou effective de R. Donc c'est une fonction que de R, c'est ça qu'on utilise. Alors évidemment, ce n'est pas l'énergie potentielle du problème, mais
Comme ce terme-là est toujours positif ou nul, l'intérêt c'est qu'en faisant un graphe de cette fonction, eh bien, on pourra discuter qualitativement des domaines de variation de petit r. Et évidemment, après, il faut revenir au problème réel qui est le nôtre, avec évidemment l'énergie potentielle qui n'est que ce terme-là, mais ça permet de discuter donc des valeurs accessibles de petit r en fonction du niveau d'énergie. Donc typiquement, quand l'énergie mécanique est strictement positive, on a des trajectoires libres. Hein, l'électron pourrait passer au voisinage du proton et s'en aller. Donc ça, c'est une diffusion type Rutherford, comme on dit. Hein, c'est-à-dire, voilà, une trajectoire hyperbolique. Quand l'énergie mécanique est nulle, bon, tout ça, c'était pas demandé, mais c'est un petit rappel, la trajectoire est parabolique. Donc là, on a deux trajectoires libres, hein, énergie positive ou nulle. Dès que l'énergie mécanique est strictement négative, comme l'énergie potentielle doit rester en dessous du niveau d'énergie mécanique, l'énergie potentielle effective, on a deux valeurs R1, R2, donc là c'est une trajectoire elliptique, donc une trajectoire elliptique au péricentre et à l'apocentre. Et puis, donc on verra tout à l'heure que quand on a l'énergie qui est au minimum d'énergie potentielle effective, eh bien il n'y a qu'une seule valeur de R qui est accessible, c'est le minimum, et c'est la trajectoire circulaire, puisque quand on vient à l'interprétation de l'électron autour du proton, eh bien on voit donc que si R n'a qu'une seule valeur, c'est que c'est un cercle. Alors, représenter l'allure de la courbe, donc on peut regarder un petit peu des équivalents. Quand R tend vers 0, c'est le terme de plus petit degré qui l'emporte. Lui, il est de degré moins 2. Donc, il tend vers plus l'infini quand R tend vers 0, c'est lui. Quand R tend vers l'infini, c'est lui qui domine. C'est le terme de plus grand degré, même si c'est moins 1, c'est quand même lui qui est de plus grand degré. Donc, c'est un morceau d'hyperbole comme ça. Et donc, entre les deux, il y a une zone intermédiaire avec un minimum. Donc, analyser qualitativement le mouvement du système, donc je viens de le faire, et évidemment tout ce que j'ai raconté est vrai quand le moment cinétique n'est pas nul. Si le moment cinétique est nul, on verra tout à l'heure qu'on a une trajectoire rectiligne. Alors, à quelles conditions sur L et E, question 6, une orbite circulaire est-elle possible? Donc il faut que le moment cinétique soit non nul, et il faut que l'énergie mécanique soit au minimum d'énergie potentielle. Et à ce moment-là, donc le rayon du cercle, c'est la valeur du minimum. Donc c'est assez simple pour trouver ce rayon. Il suffit de dériver par rapport à R l'énergie potentielle effective. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Et donc de trouver la valeur pour laquelle le rayon est minimum. Donc ça c'est le R0 si on veut. C'est le rayon minimum donc de la trajectoire circulaire. Donc avec un moment cinétique non nul. Et dessiner la trajectoire de l'électron si le moment cinétique est nul. Alors si le moment cinétique est nul, ça ne peut pas être un cercle, comme ça nous sera redemandé un petit peu plus tard dans le sujet, mais la trajectoire est rectiligne. Pourquoi? Bien parce que à chaque instant, R et V sont parallèles entre eux. Donc on peut imaginer un électron qui s'approche du proton, et donc il va être attiré par lui, les deux vont se rencontrer, si on peut dire. C'est une force attractive entre les deux. Et donc, voilà ce qui se passe si le moment cinétique est nul. Modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène. Donc le modèle pour lequel Bohr a eu le prix Nobel, alors qu'il n'utilisait évidemment pas les fonctions d'onde qui seront uniquement trouvées à partir de la résolution de l'équation de Schrödinger, comme ce sera dit après. Mais donc un modèle semi-classique, donc il y avait tous les bons ingrédients dimensionnels pour retrouver surtout les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène et interpréter les différentes raies de transition. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'il a eu ce prix Nobel, avec cette intuition assez géniale. Donc on nous explique que le moment cinétique orbital est un multiple entier de h bar, donc ça c'est complètement parachuté, avec la constante de Planck, et à partir de là, donc, il suffit de remplacer L par NH bar. Et donc, on voit que le rayon est quantifié, puisque si n est entier, il vaut n carré A0, avec A0 donc simplement à identifier ici. Donc, ce qu'on appelle le rayon de Bohr. Donc, les trajectoires dans ce modèle-là de l'électron, donc c'est un modèle classique. Hein, donc, l'électron tourne avec des rayons qui varient en n carré. Donc, ils ne sont pas équidistants, ils s'écartent de plus en plus. Et voilà, l'électron ne peut être que sur certains cercles, que sur certains rayons. Et on peut faire l'application numérique pour A0
et on trouve 53 picomètres, donc 10-12 mètres. Question 9. Donc on déduit que les niveaux d'énergie sont quantifiés. Donc eh bien, on a dit que le niveau d'énergie il est forcément au minimum, donc il suffit de reprendre l'expression de l'énergie potentielle effective qui est là et de remplacer la valeur de Rn, tout simplement. Alors, on peut s'apercevoir que, il suffit d'appliquer les conditions d'équilibre hein, pour transformer un petit peu cette expression. Et donc, en fait, ce terme-là vaut moins L carré sur mr carré. Donc, on trouve moins 1,5 de L carré sur mr carré. Donc, on a bien une trajectoire liée. L'énergie mécanique est négative. Et donc, en remplaçant l'expression de L, de R0 et en faisant des simplifications. Donc là, j'ai mis H et non pas H bar hein, pour avoir voilà, un maximum de simplification. Et donc, on trouve les niveaux d'énergie qui s'écrivent aussi, donc après application numérique, le fameux moins 13,6 électronvolts sur N carré. Donc là, c'était quand même assez pratique parce qu'on pouvait se raccrocher aux branches. Parce que c'est quand même une formule très connue, je suis sûr que tu la connais. Tu avais le résultat en joules, il faut le convertir en électronvolts. 1 électronvolt, 1,6 10 puissance moins 19 joules. Et donc là, c'était le moyen, quelque part, de valider tout ce qui avait été fait précédemment et donc de se dire, ben voilà, j'ai trouvé la bonne énergie. Ou si j'ai pas trouvé, ben ça vaut le coup de ne pas se précipiter, de revenir en arrière et vraiment d'engranger tous les points de cette partie-là. Donc on poursuit notre correction avec la partie 1C qui nous parlait de la structure hyper fine de l'atome d'hydrogène qui est une interaction entre le spin du proton et le spin de l'électron et comme on va le voir, ça ne peut pas être expliqué par un concept même semi-classique comme le modèle de Bohr. Il faut vraiment la mécanique quantique pour pouvoir interpréter cette interaction et donc la levée de dégénérescence en quelque sorte donc du niveau fondamental de l'atome d'hydrogène et donc l'interaction entre le spin du proton et le spin de l'électron. La difficulté de cette partie-là, c'est pas vraiment que les choses en elles-mêmes étaient difficiles, c'est plutôt qu'il y avait beaucoup de nouvelles définitions, beaucoup de constantes physiques à manipuler. Voilà, bon, elles sont rencontrées dans le cours sur le dipôle magnétique, les facteurs de Landé, etc. Enfin, je pense que c'était plutôt ça, c'était la difficulté, c'était de se familiariser avec l'énoncé, donc presque plus un problème de français qu'un problème de physique, parce que finalement, les questions n'étaient pas très compliquées. Donc, on nous demande simplement, question 12, dans le modèle planétaire, donc le modèle de Bohr, justifier que la rotation de l'électron autour du proton est équivalente à un moment magnétique. Donc, un moment magnétique d'une petite spire, d'une spire élémentaire, c'est le courant fois le vecteur surface, donc c'est un vecteur axial. Donc on voit ici que l'intensité, en fait, c'est la charge par unité de temps qui traverserait une section de la trajectoire. Donc comme la charge élémentaire fait un tour en une période, donc le courant va être en sens contraire de rotation de la charge. Donc le moment magnétique, si le moment cinétique est vers le haut, le moment magnétique va être vers le bas. Et donc c'est I fois S. Donc S, c'est la surface du disque pi A0 carré, hein, dans le niveau fondamental. Donc T, la période de rotation, 2pi sur oméga. Alors, il faut trouver dans la question 13 donc ce qu'on appelle le rapport gyromagnétique. C'est une question de cours, ça. Hein, tu l'as vu dans ton cours. Donc, le moment cinétique, c'est mr carré θ point, hein, c'est-à-dire ma0 carré oméga vecteur n. Donc là, j'ai choisi un moment cinétique vers le haut. Et donc, simplement, voilà, il faut remplacer t, la période de rotation, par 2pi sur oméga pour trouver le facteur de proportionnalité entre L et M. Donc, c'est moins E sur 2M, donc il est négatif. Hein, on travaille en mesure algébrique, enfin avec les vecteurs orientés. Donc, il est négatif. Et donc, c'est sa valeur. Donc, moins E sur 2M, on l'appelle le rapport gyromagnétique. Donc, ça, c'était la question 13. Alors ensuite, donc on définit un peu de façon analogue le spin de l'électron, le spin du proton. Donc simplement entre les moments cinétiques de spin et les moments magnétiques de spin associés, il y a ce fameux facteur de Landé sans dimension.
Les définitions étaient introduites, il n'y avait rien à savoir. Normalement, ce n'est pas la première fois que tu rencontres ces définitions. Donc on donnait l'expression du champ magnétique créé par un dipôle magnétique, que ce soit un moment orbital ou un moment de spin. Alors là, c'était l'expression dite intrinsèque. Elle est équivalente à l'expression que tu connais peut-être, projetée dans les coordonnées polaires. Mais là, c'était assez exploitable parce qu'en fait, comme on nous dit, on admet que le moment magnétique du proton est perpendiculaire au plan de la trajectoire. U, c'est le vecteur unitaire dirigé du proton vers l'électron. Donc MP et U sont perpendiculaires entre eux. Donc finalement, il ne restait ici que ce terme-là. Alors peut-être que tu as essayé de reprojeter ça pour retrouver l'expression un petit peu plus familière que tu connaissais et tu as dû retomber sur le même résultat. Donc mu0 MP sur 4pi epsilon 0 R cube. Donc R, c'est bien sûr A0, le rayon de bord pour R. Donc ça, c'était l'expression du champ magnétique. Et donc à partir de là, on te rappelait gentiment l'énergie potentielle d'interaction entre un dipôle magnétique et un moment magnétique. Donc là, en fait, c'est l'interaction entre le moment magnétique associé au spin de l'électron et le champ magnétique créé par le proton sur l'électron. Donc, suivant l'orientation relative du champ magnétique et du spin, il y avait deux sens possibles, soit les deux sont de même sens, soit ils sont de sens opposé. Donc quand ils sont de même sens, le spin et le champ magnétique du proton, on a une énergie minimale et donc on a deux niveaux d'énergie, donc séparés par delta E, donc il vaut 2 fois ME fois BP. Et donc après, il suffisait de remplacer, alors c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu pénible, de remplacer le moment magnétique de l'électron, le champ que tu viens de trouver qui fait intervenir le moment magnétique du proton. Alors, toujours, hein, j'essaye de lire un petit peu la suite parce que voilà, dans ces épreuves, également les précédentes que j'ai corrigées, il y avait souvent comme ça des petits clins d'œil où on retrouve des expressions très semblables ou même parfois la réponse à une question précédente. Là, par exemple, le moins E sur 2M, le E sur 2ME entre les moments de spin pouvait te mettre la puce à l'oreille aussi pour le rapport gyromagnétique. Mais là, c'est l'expression du delta E de la page 3 qui m'a mis la puce à l'oreille et j'ai essayé donc de mettre ce delta E sous la même forme. Mais je n'ai pas trouvé le facteur multiplicatif de 8 tiers, j'ai trouvé 1/2 à la place. Donc, évidemment, c'est une autre situation, comme on le verra tout à l'heure, hein, la question 18. Mais en tout cas, d'un point de vue dimensionnel, on a vraiment les bons ingrédients. Et donc, voilà la différence d'énergie entre ces deux niveaux. Donc ça, c'était la question 16. Donc, dans la question 17, alors celle-là, elle est un petit peu, voilà, je pense que c'est plutôt pour le raisonnement, pour la suite qu'on te redemande ça. Parce qu'arriver là, c'est un petit peu évident. On te dit que le niveau fondamental en mécanique quantique correspond à un moment cinétique orbital nul. Et ceci est contradictoire avec le modèle de Bohr. Et oui, parce que le niveau fondamental, on l'a vu tout à l'heure, il suffit de faire n égale 1, c'est ça le niveau fondamental, hein, c'est pas n égale 0, c'est n égale 1, d'ailleurs c'était réécrit. Donc c'est que L0 vaut h bar, de toute manière l'électron tourne autour du proton, donc il y a un moment cinétique associé à cette rotation et donc elle n'est pas nulle. Donc c'était un petit peu évident la réponse à cette question, presque troublant d'évidence, mais bon voilà, je pense que c'était ça. Et donc après, on t'explique qu'en fait, on ne pourra pas utiliser la théorie vue ici, qui est encore semi-classique, puisqu'elle repose finalement sur les ingrédients du modèle de Bohr, auquel on a rajouté cette expression qui finalement aussi est tirée de l'électromagnétisme classique. Donc, mais ça ne marche pas parce que l'interaction spin-spin de l'état fondamental de l'atome d'hydrogène est nulle, parce que la fonction d'onde du fondamental est à symétrie sphérique et que son moment cinétique est nul. Donc, ça n'est pas cette expression-là qui peut expliquer la transition hyper fine de l'atome d'hydrogène. Alors, ensuite, on t'explique que ce qui va pouvoir, peut-être en tout cas,
justifier cette interaction, c'est l'interaction spin-spin-contact qui n'a lieu entre le proton et l'électron que pour des fonctions d'onde qui ont une probabilité de présence non nulle sur le proton. Et on te demande à la question 18 de donner une interprétation physique de ce résultat dans le cadre d'une théorie classique de l'atome d'hydrogène. Bon, j'ai un petit peu réfléchi à cette question. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre, si ce n'est que la théorie classique ne peut pas expliquer cette interaction de contact. D'abord parce que la notion de spin est purement quantique. Parfois on donne l'image d'un électron ou d'un proton qui tourne sur lui-même, mais ça n'est pas tout à fait vrai. C'est un concept purement quantique. Alors, la physique classique est inefficace puisque si cette transition hyper fine est liée au fait que l'électron a une densité de probabilité de présence non nulle au niveau du proton, il n'y a aucune des orbitales du modèle de Bohr qui peut expliquer ça, puisque aucune d'entre elles, la trajectoire ce sont des cercles, ça passe pas par le proton évidemment, donc la densité de probabilité de présence, même la trajectoire elle-même ne passe pas par le centre. Donc ça veut dire que voilà, pour expliquer cette transition-là, si on était resté en mécanique classique, autant Bohr a eu de la chance pour retrouver les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène, autant là c'était désespéré puisque de toute façon c'était juste pas possible. Il fallait la mécanique quantique et non seulement ça, il fallait l'explication pour laquelle cette interprétation semi-classique ne fonctionnait pas. Donc ça aussi, c'est que la mécanique quantique qui l'a donné. Et encore plus, il fallait l'introduction de cette interaction spin-spin de contact. Voilà, ce sont des choses de physique atomique qu'on étudie à un niveau ultérieur. Mais voilà, c'était présenté comme ça, c'était plutôt bien. Donc, question 19. Donc, il fallait calculer la longueur d'onde et la fréquence. Bon, j'ai pas fait le calcul, mais allez, je suis à peu près sûr, j'en mets ma main à couper, qu'on va trouver les 21 cm de longueur d'onde qui correspondent donc à cette transition. Donc voilà pour cette épreuve, cette première partie d'épreuve, plutôt classique si j'ose dire, hein, et quantique en même temps. Et donc la suite, c'est sur les bilans radiatifs, le bilan d'énergie, retrouver les relations sur les coefficients d'Einstein avec la loi de Planck et les bilans de population. Encore une question très classique et relativement proche d'ailleurs du sujet de centrale déjà donné l'année dernière sur le laser et les bilans de population. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être que je vais corriger la deuxième partie de cette épreuve-là, je ne sais pas. J'aime bien toucher aussi à différentes épreuves dans différentes filières pour faire plaisir au plus grand nombre. À bientôt.